Alors c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a une partie bien sûr personnelle, traumatisme vécu, un peu compliqué, et bien entendu une partie professionnelle où là, il faut reconnaître que nous, on était un peu impactés par le fait qu'il fallait tout faire pour qu'on n'ait pas de personnel qui soit diagnostiqué comme étant positif, personnel soignant, soit médecins ou paramédicaux. Il fallait tout faire pour qu'on n'ait pas de malades qui soient Covid positifs avec les risques qu'on pouvait imaginer chez ces patients immunodéprimés, mais également en les faisant rentrer finalement dans nos structures. Et de ce fait, il fallait également prendre en compte la possibilité d'une organisation hospitalière qui a été rendue nécessaire à cause de cette infection, c'est-à-dire en fait des secteurs Covid positifs pour lesquels on a habituellement réellement besoin, comme par exemple la réanimation. Donc clairement, ça a été vécu un peu comme un stress, j'oserais dire général, d'organisation à trouver un peu au dernier moment, qui tester, qui ne pas tester, où les faire rentrer ou pas, et puis avec qui on travaille. Quels sont les nouveaux contacts qu'on en a à partir du moment où il fallait des services Covid négatifs. Voilà, donc oui, beaucoup de stress. Je pense que chaque hôpital a trouvé un peu son organisation, mais il y a eu des cellules de crise, et notamment une qui a été vraiment dédiée du coup à l'organisation hospitalière, avec un certain nombre de personnes qui étaient conviées, plus ou moins donc parce qu'ils étaient en relation directe avec les infections potentielles. Ces cellules de crise se sont réunies avec des comptes rendus. Et de ce fait, on a su d'abord en temps quasi réel quelle était l'organisation hospitalière, et puis nous, service des matos, qu'on a participé à ces cellules de crise, on a pu d'une part participer à l'organisation de l'hôpital, et puis surtout, je dirais pas influencer, mais essayer de trouver une place pour nos malades qui, d'une certaine façon, ne peuvent pas aller ailleurs. Voilà. La question elle est un peu multiple, parce que s'il s'agit exclusivement de l'organisation hospitalière, tout s'est fait bien souvent par des téléphones simples, des conférences téléphoniques, par des emails dans une liste de diffusion. Donc en intra-hospitalier, ça a été assez, finalement, je veux dire assez conventionnel, on va dire. En extra-hospitalier, eh bien, c'est comment remplacer des réunions, que ce soit par exemple des réunions de concertation pluridisciplinaire pour des décisions thérapeutiques, donc comment les remplacer à partir du moment où on ne peut plus faire de présentiel, comment remplacer des réunions de service, ne serait-ce que d'information, à partir du moment où on ne peut plus faire de présentiel, et enfin comment est-ce qu'on remplace toutes les réunions de ci, de là, qui sont liées soit à des sociétés savantes ou autres. Et enfin, le dernier point, c'est l'organisation des consultations, c'est-à-dire comment organiser nos consultations, qu'elles soient sur place ou finalement dans des hôpitaux périphériques puisqu'on se déplace, à partir du moment où les moyens de déplacement étaient beaucoup plus contraints, où les patients ne voulaient pas trop se déplacer, et où effectivement, d'une certaine façon, la proximité, la proximité plutôt d'un médecin avec son patient lors d'une consultation peut être effectivement une situation à risque. La prise de décision, elle est prise par les cellules, entre guillemets, de décision, les cellules décisionnelles, et qui ont été mises en place par la gouvernance, enfin essentiellement quand même le président de la CME et le directeur général, avec tous ces différents services et tous les différents services de l'institution, en sachant que de toute façon, il y a des choses qui sont institutionnelles, mais entre guillemets téléguidées, et le mot n'est pas péjoratif, par les ARS, dans le contexte d'une organisation sanitaire. Donc il y a un certain nombre d'ordres, entre guillemets, qui sont venus de l'ARS, par exemple pour le traitement de réanimation, transférer un tel ou un tel, et là, finalement, la gouvernance a été finalement chargée de mettre en place. Après, il y a des décisions qui sont plus spécifiques à l'hôpital. Là, il y a un peu plus, entre guillemets, de possibilité d'organiser un peu les choses différemment. Et dans ce contexte-là, ça a été essentiellement les cellules de crise. Je pense que c'est tout le problème de la médiatisation et des médias au sens général. C'est pas du tout, là, encore une fois, péjoratif, mais je pense que certains s'octroient le droit, la possibilité pour
diverses raisons de parler, parfois pas avec justesse, de représenter des gens pas forcément non plus avec une grande justesse. Et c'est vrai que ça influence beaucoup, d'une part, le monde médical et paramédical, d'autre part, nos administrations, et puis alors surtout nos citoyens. Moi, je pense que ce qu'aurait été, mais je le dis franchement, je pense qu'aurait été dommage dans cette crise, parce que je l'ai un peu ressenti comme ça, c'est que finalement, les administrations de l'État, au sens général, je trouve, se sont peu appuyées sur les sociétés savantes ou sur les groupes coopérateurs, qui pour autant bien souvent sont des sociétés avec des organisations de membres élus, qui sont donc représentatives, qui sont, à mon avis, quand même détenteurs d'un certain savoir et surtout d'un. C'est pas la société qui est détenteur d'un savoir, mais qui détient un certain nombre de membres qui, par le principe démocratique en fait d'échange d'informations, est capable à un moment ou à un autre de donner un rendu et un compte rendu qui soit pour le coup beaucoup plus consensuel. Et je trouve parfois un peu dommage que on ne se soit pas appuyé sur cette société savante pour finalement parfois prendre des décisions. Voilà. C'est un choix, et parfois on n'est peut-être pas assez visible, enfin ces sociétés sont peut-être pas assez visibles, ces groupes coopérateurs, mais du coup elles l'ont été par l'intermédiaire d'un travail qu'elles ont fait elles-mêmes au niveau de ses membres, et dont on a tenté des publications dans différents journaux scientifiques pour essayer d'avoir une diffusion. Mais vous les verrez finalement très peu dans les journaux de grands médias, alors que vous verrez beaucoup de commentaires de X ou Y, alors que vous verrez beaucoup de réunions, enfin de comptes rendus de réunions plutôt consensuels par rapport à ces sociétés savantes dans un certain nombre de revues scientifiques. C'est difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une parfaite confiance dans l'éditeur, quel que soit celui, j'entends, qui diffuse l'information. C'est-à-dire qu'elle soit diffusée à bon escient, aux bonnes personnes, dans de bonnes conditions, enfin, etc. En tout cas, pour ce qui était de l'hématologie et de la greffe, oui, on a communiqué à l'évidence par rapport à mes spécialités avec l'Agence de la biomédecine, qui pour le coup d'ailleurs s'est appuyée sur la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, et par son intermédiaire ou directement sur le BNP, qui est l'équivalent au niveau européen. Et là, effectivement, il y a eu des recommandations qui ont été établies et qui, à mon avis, étaient justement bien judicieuses par rapport à la problématique de la greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, et notamment le transport des greffons, et le décalage des patients, etc. etc. Après, la diffusion de l'information en interne, elle est finalement un peu dépendante de chacun. Alors, on a des cellules de communication dans nos hôpitaux, mais elle est un peu dépendante de chacun. Voilà, je ne trouve pas que les réseaux de cancérologie non plus. Les réseaux de cancérologie, bien souvent, ont envoyé des emails pour remplir des cases, mais je ne trouve pas qu'ils ont été de proximité. Voilà, les réseaux de cancérologie aussi auraient pu être beaucoup plus de proximité, mais je pense que c'est tellement grand, c'est tellement immense maintenant, les régions sont démesurées, donc c'est un peu difficile d'être au plus proche des problématiques. Pareil, la question est multiple, mais quand même un des grands enseignements, c'est qu'on a globalement réussi. Enfin, si l'objectif, ça avait été de réduire le nombre de patients admis dans les hôpitaux, on peut quand même considérer que c'est une belle réussite. Et quand même, cet objectif-là, si tout au moins il n'y en avait qu'un seul, il a été atteint. Bon, après, bien entendu, quand on a un objectif, c'est toujours un peu difficile d'avoir une réponse positive à tous les autres derrière. C'est-à-dire qu'en même temps, il faudrait assurer la même qualité de soins qu'avant, il faudrait voir les patients en urgence comme on le faisait avant. Enfin, après, bien sûr, il y a des dommages collatéraux. Alors, il y a des dommages collatéraux, je pense, qui vont être évalués pour essayer de voir notamment les retards de prise en charge, les retards de diagnostic, les difficultés d'administration des traitements, les, entre guillemets, du coup, de carte de chance. Ça, c'est sûrement à évaluer, de façon à ce que finalement, on puisse, si toutefois il y avait par exemple une seconde vague, ben, on puisse se réorganiser aussi bien, mais en respectant un peu tous les dégâts collatéraux qui ont été, entre guillemets, induits. Et ça, c'est vrai que c'est pas très facile à évaluer parce que c'est quand même très structure dépendant et très région ou territoire dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, par exemple, où il y a
un déficit médical très important, bien entendu, les complications vont être, dans les dommages collatéraux, vont être plus importantes que dans d'autres territoires. Et il y a des territoires qui ont été très impactés par le Covid, comme vous le savez, d'autres beaucoup moins. Donc là aussi, il y a une hétérogénéité qui n'est pas très simple. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on gardera dans les organisations, dans les déplacements un peu inutiles qu'on faisait, certaines consultations peut-être en téléconférence ou en tout cas en télécommunication, en vidéocommunication, pourquoi pas. Euh, Après, est-ce qu'il faut jeter tout ce qu'on faisait avant à la poubelle et puis à l'inverse, prendre à bras le corps un nouveau monde? Peut-être. Mais il y a quand même des choses qu'on faisait qui ont été tout de même bien. Je pense que le système de santé a démontré qu'il était capable de se réorganiser très vite et avec efficacité. Enfin, franchement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en une semaine, quand même, les choses ont été beaucoup réorganisées. Après, voilà, on entre de plus en plus dans une ère numérique et à l'évidence, on voit bien qu'il y a quand même des avantages à garder un certain nombre de principes qui ont été rendus un peu obligatoires, mais qui pourraient se pérenniser.